dans l'émission On s'en mêle, le rendez-vous hebdomadaire des débats qui font l'actualité. Je suis votre animateur Pavel et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui divise un tout petit peu notre société occidentale. Ce sujet, c'est le wokisme. Alors, qu'est-ce que le wokisme? Qu'est-ce que ce courant de pensée? Tout d'abord, ce mot vient de l'anglais woke, qui signifie éveillé, et a été popularisé par le mouvement Black Lives Matter, qui dénonçait les violences policières contre les personnes noires aux États-Unis. Le wokisme aussi est un terme assez péjoratif qui désigne un courant de pensée, une idéologie qui se veut progressiste, qui lutte pour une certaine conception de la justice sociale à travers la défense de diverses causes. Donc le wokisme englobe notamment les luttes contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie et pour les droits des minorités. Mais le wokisme est aussi critiqué par ses détracteurs qui l'accusent d'être une forme de censure, de révisionnisme, de harcèlement et d'intolérance à l'égard des opinions différentes. Ils reprochent au wokisme de vouloir imposer une certaine vision d'un monde unique basé sur le politiquement correct et de menacer la liberté d'expression et la démocratie. Pour en dire plus sur ce sujet, sur le wokisme, qui est aussi considéré par d'autres comme la gauche identitaire, je reçois aujourd'hui un étudiant qui travaille sur le sujet, Maden Kefelean, qui est étudiant en maîtrise en histoire, qui sera aujourd'hui notre scientifique, qui va nous parler du wokisme, qui va nous en dire un peu plus sur le côté, comment il a évolué et tout. Et aussi pour débattre sur le sujet, j'ai deux personnes qui ont des idées contradictoires. Donc l'un qui se considère comme woke, donc Monsieur Jacob Fontaine, qui est étudiant en politique appliquée, cheminement en politique publique et qui se considère comme woke, comme je le disais, et qui lutte pour la justice sociale. Son contradicteur, de l'autre côté, est M. Aurélien Nambride, qui est lui contre le wokisme et qui défend les valeurs de la République, de la laïcité, de la liberté d'opinion. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très très bien. Parfait. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, première question. Moi, je vais aller directement vers d'abord le scientifique qui va essayer de nous donner un peu une définition, on va dire, assez scientifique, assez scolaire du wokisme et ce qu'il en pense avant de pouvoir vous donner la parole pour en débattre. Salut. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un très grand plaisir pour moi d'être là. Alors, pour définir le wokisme, alors tout d'abord, donc il faut savoir que pas mal de personnes retiennent le wokisme comme quelque chose d'assez large. Genre pour pas mal de personnes, un woke, c'est une personne qui lutte forcément contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, mais aussi qui lutte pour l'écologie, contre la pauvreté, pour la paix. On retient souvent les woke comme étant des personnes qui luttent pour toutes les luttes en fait. Sauf qu'en fait, il faut savoir que le terme woke n'est pas apparu par hasard. Le terme woke, il est apparu dans le contexte des polémiques dites identitaires ou les polémiques qui impliquent les minorités. D'ailleurs, les dictionnaires insistent pas mal sur la place des minorités justement dans le wokisme, parce qu'il faut savoir que le terme woke est entré dans les différents dictionnaires. Déjà dès 2017, sa popularisation dans les dictionnaires anglo-saxons, mais aussi plus récemment en 2021 dans des dictionnaires français. J'ai par exemple devant moi la définition du Robert sur la définition de woke. La définition, c'est « qui est conscient et offensé des injustices et des discriminations subies par les minorités et se mobilise pour les combattre, parfois de manière intransigeante ». Okay. Donc, ce n'est pas la seule définition d'un dictionnaire français, mais toutes ces définitions francophones insistent pas mal justement sur cet aspect lié aux minorités. Et donc, c'est justement sur ça qu'on va axer aujourd'hui le wokisme. Ce n'est pas le terme woke comme certains retiennent, comme le fait d'être toutes les luttes, mais c'est vraiment sur la place des minorités dans les luttes sociales et dans la société. Donc, pour donner une définition plus précise, plus scientifique, entre guillemets, donc forcément, ma définition, elle va être large. Ouais, elle va être large, mais on va dire elle n'est pas exhaustive. Okay. Ça ne va pas être la seule. Beaucoup de gens peuvent avoir une définition objective, entre guillemets. Mais moi, je me suis pas mal basé sur les définitions que Francis Fukuyama s'était faites. Donc Francis Fukuyama, qui avait écrit à la fin de l'histoire, vers 90, il a sorti un très bon livre en 2018 à peu près, qui s'appelle Identity, qui parle du retour de l'identité dans le débat public, autant à gauche dans le cas qu'on parle aujourd'hui qu'à droite. Et dans un chapitre nommé From Identity to Identities, il développe justement cette conception de la montée des politiques identitaires de gauche, donc ce à quoi se réfère le wokisme. Et donc en fait, ces politiques identitaires, c'est comme la perception d'une expérience vécue différente en fonction de la minorité d'appartenance. Alors je précise juste,
quand on parle des minorités, je regroupe généralement on regroupe en général 2 types de minorités. Les minorités ethnoculturelles qui se distinguent par l'ethnie, la religion, ça peut être par exemple des musulmans ou des autochtones, les populations immigrées en général, mais aussi des minorités sexuelles, notamment je pense aux femmes, aux homosexuels, aux trans, aux non-binaires. Certains pourraient aussi parler des minorités en fonction du handicap. Donc c'est pas mal comme ça qu'on pourrait regrouper de manière générale ces minorités. Et donc selon Fukuyama, Fukuyama explique que le wokisme, c'est la perception d'une expérience vécue distincte en fonction de l'appartenance identitaire à une minorité. Donc cette expérience vécue, en fait, c'est une situation, une mentalité ou une culture développée par cette minorité, une situation distincte et qui est forgée en fonction de l'altérité avec la majorité. La société étant dominée par la majorité et peu adaptée aux besoins des minorités, et les minorités se mettent à développer leur propre mentalité. Donc c'est cette altérité qui se caractérise notamment par des situations d'oppression pour ces personnes dites woke. Et donc cette expérience vécue, on peut notamment regrouper 2 caractéristiques. C'est l'existence de discriminations dites systémiques, c'est-à-dire, pour faire large, des discriminations plus ou moins directement encouragées par la société, notamment par des institutions qui ne seraient pas assez adaptées aux besoins des minorités, aussi des valeurs discriminatoires qui seraient plus ou moins consciemment présentes dans les mentalités générales. Si je peux sortir des exemples, c'est par exemple le contrôle aux faciès chez les minorités ethniques. Je peux penser aussi par exemple à l'écriture qui serait peut-être pas assez adaptée à certaines minorités sexuelles, comme cela peut être dénoncé des fois. Le vocabulaire inclusif et c'est tout. Ça, ouais. Quand le vocabulaire n'est pas assez inclusif à l'origine. Donc voilà, c'est pour définir un peu les discriminations systémiques, qui ne sont pas forcément des discriminations volontaires. Et la deuxième composante, c'est les solutions proposées par les D-Woke. C'est de reconnaître justement cette identité distincte par des politiques, par exemple, multiculturalistes, donc reconnaître leur identité d'appartenance, des politiques de discrimination positive. Aussi, ça peut être des accommodements religieux pour favoriser justement la liberté d'expression religieuse et ainsi pour que les personnes s'acceptent plus en fonction de leur appartenance religieuse. Aussi la mise en place de toilettes non genrées, ou également de permettre à des personnes mineures de changer de genre. Donc voilà, c'était pour réduire de manière générale, et je sais que les contradicteurs vont aussi donner leur opinion personnelle là-dessus, mais aussi développer un peu là-dessus. Et je pensais aussi faire une petite histoire, si tu permets, rapide. Ok. Ce sera pas très long. Petite histoire du wokisme. Le wokisme, en fait, c'est pas apparu hier. En fait, ça se base sur des idées qui sont progressivement apparues durant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc notamment, je pense au sillon de la génération baby boom des années 68, de la New Left aussi pour les personnes qui se connaissent. Un ensemble de nouvelles théories que l'on regroupe notamment sous l'étiquette de French Theory, qui renouvelle un peu ce champ-là. Et donc c'est des théories qui remettent souvent en question les rapports de domination dans la société et qui pointent notamment des rapports de domination en fonction de l'appartenance identitaire. Donc contrairement au marxisme, par exemple, ce n'est pas simplement l'appartenance à une classe sociale qui détermine les oppressions, mais c'est aussi l'appartenance identitaire en fonction du genre ou de l'ethnie, par exemple. Donc au niveau du genre, je peux penser à des nouvelles théories comme Simone de Beauvoir pour les femmes ou les études queer en général, qui prennent plutôt une analyse vraiment différenciée de la situation de ces minorités-là. Aux minorités non culturelles, je peux penser aux études postcoloniales ou encore à la Critical Race Theory. Pour relier l'ensemble aussi, il y a les études dites intersectionnelles qui se sont développées à partir des années 80-90, selon lesquelles les discriminations, enfin l'expérience vécue comme je l'ai décrite, ne serait pas la même en fonction de l'accumulation des identités. Donc par exemple, si tu es une femme noire, tu n'as pas la même expérience vécue qu'une femme blanche ou qu'un homme noir. Et donc c'est ça. Donc en somme, le wokisme à proprement parler, ça ne date pas d'hier. C'est surtout qu'il est beaucoup plus populaire aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Kefeléan. Et maintenant, place au débat. Donc, je vais commencer avec monsieur Fontaine. Alors, donc, pour vous, il y a monsieur Kefeléan qui a donné la définition scientifique, mais vous, en tant que tel, vous m'avez dit tantôt que vous vous considérez comme woke. Et vous, comment vous considérez, comment vous définissez ça personnellement, le wokisme?
Pour moi, être woke, le wokisme, c'est d'appartenir à un courant idéologique qui va vraiment mettre les inégalités sociales au centre de sa réflexion, qui va essayer de venir mettre en lumière les schèmes d'oppression, les différents schèmes d'oppression qui existent dans notre société pour pouvoir trouver des solutions à ces schèmes d'oppression-là. Le but, c'est pas nécessairement de seulement accuser, mais de vraiment comprendre les enjeux sociaux, comprendre les diverses manifestations des schèmes d'oppression qui sont présents dans notre société pour pouvoir lutter contre ça et de permettre une société beaucoup plus inclusive que ce qu'on a présentement en ce moment. Parfait. Et actuellement, c'est quoi pour vous la cause que vous défendez personnellement par rapport aux différentes inégalités que nous avons actuellement dans notre société? Bien, comme je l'avais mentionné tantôt ensemble, on parle beaucoup de justice sociale dans le wokisme. Pourquoi justice sociale? C'est justement à travers cette déconstruction-là, la déconstruction de quelle manière nos institutions se sont érigées, de réaliser qu'il y a une oppression qui est faite sur certaines franges de la population par des franges dominantes et de ramener un sentiment de justice à travers la société. D'accord. Donc, merci beaucoup pour le point. Je me retourne vers M. Nambride. À ce niveau-là, vous avez les argumentaires de M. Fontaine actuellement qui considèrent que là, le wokisme est dans le but vraiment de pouvoir lutter contre les injustices sociales, donc pour pouvoir mettre de l'avant la justice sociale. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui disent que le wokisme est noble, en fait, comme combat? Ce que c'est le wokisme, en vrai, ce que je puisse dire aussi, c'est que c'est une certaine chambre de pensée, un concept où il y a plein de mini-concepts dedans, variés. Le wokisme est un concept, pour moi, d'une gauche radicale, très radicale, progressiste, qui va à l'encontre, comme vous l'avez dit, du républicanisme, de l'unité nationale. C'est un concept de déconstruction, un concept racialiste qui rapporte l'image de la race avant tout, le sujet de la race dans la société. Ça reconceptualise l'ensemble des relations, des individus, des sociétés par rapport à la race. Le wokisme, pour moi, est clairement quelque chose de mortifère. C'est un danger à la société. Et le wokisme n'est pas capable de défendre des enjeux efficaces. Les vrais enjeux que les classes laborieuses veulent défendre, que la gauche veut défendre, ont été, si je puis dire, mis de côté par ce principe, par le wokisme. Le wokisme est un principe de remplacement de vraies pensées de gauche. Le wokisme, pour moi, ça va droit au mur. Je vais rebondir sur c'est quoi pour vous les vraies pensées de gauche? Les vraies pensées de gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord une grande partie de la gauche plus radicale, la gauche communiste, la gauche marxiste, rejette le wokisme, parce que c'est une américanisation de la société, des pensées. C'est la nouvelle gauche américaine, centre-gauche assez libérale américaine, qui, au lieu de s'occuper vraiment des enjeux des classes sociales, des classes laborieuses, comme la gauche en Europe faisait d'ailleurs, les gauches françaises comme la France Insoumise ou etc., maintenant sont les fers de lance de cette pensée gauche wokiste. Au lieu de s'occuper des classes sociales, des classes sociales, des classes travailleurs pour lutter contre l'inflation, lutter contre des vrais enjeux qui occupent la majorité des Français, des individus de toute société, on pense à parler des ultra-minorités et en essayant de lutter contre les discriminations, on crée davantage de discrimination parce que c'est le wokisme fait. Le wokisme, c'est un concept de discrimination racialiste. C'est vraiment ça. Je vais revenir à vous tout de suite. Est-ce que il a eu des mots assez durs quand même contre le mouvement en question. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce qu'il dit actuellement, que le wokisme est un mouvement racialiste qui défend l'ultra-minorité au détriment de la majorité, on va dire? Bien, je comprends d'où provient le concept que le wokisme est un mouvement racialiste. C'est vrai qu'il y a une provenance du wokisme du mouvement des droits civiques aux États-Unis, ça a été remis en lumière par ces mouvements-là. La seule chose qui est importante de comprendre, à mon avis, c'est que remettre en lumière ces questions identitaires-là, c'est pour mieux mettre en lumière les schèmes comme je mentionnais tantôt, les schèmes d'oppression qui sont en cause. Si on a une tendance, si on cherche à uniformiser la société, c'est également d'effacer l'histoire, d'effacer toutes ces facettes-là des oppressions qui ont eu lieu. Et de mon côté, je considère que c'est vraiment important, sans vouloir nécessairement prendre une approche déterministe et déterminer les individus par
leurs caractéristiques socio-économiques, ethnoculturelles, d'être capable d'avoir une sensibilité à ces caractéristiques-là pour être empathique envers la réalité que ces personnes-là peuvent avoir vécue pour travailler à les modifier, les changer, les faire évoluer. Donc, pour vous, en fait, c'est comme un mouvement qui vient rattraper les différentes inégalités qu'il y a eu avant, qui essaie de lutter, en fait, de sorte que tout le monde puisse se sentir bien dans la société. Exactement, OK. complètement. Donc, Monsieur Keffeléan, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Monsieur Nambride. C'est qu'effectivement, en fait, une bonne partie de la gauche ne se reconnaît pas dans le wokisme actuellement. Une bonne partie de la gauche s'y oppose carrément. Et les raisons, parmi les principales raisons, c'est qu'il y ait cette gauche que l'on pourrait qualifier souvent d'universaliste, souvent certains les appellent la vieille garde ou les tanquis pour désigner certains communistes. Enfin, bref, cette gauche plus universaliste accuse cette gauche woke de dépolitiser les enjeux sociaux en privilégiant des enjeux ethniques, individuels, culturels, sociétaux. Ils privilégient tout ça au mépris des conditions socio-économiques et des classes populaires. Selon eux, ça ne fait qu'invisibiliser des personnes qui souffrent déjà beaucoup par leur appartenance sociale et économique. Je prends juste quelques exemples dans le monde. Donc, je pense par exemple à l'exemple de Fabien Roussel et de François Ruffin en France, donc, qui font partie de la gauche, donc de l'Alliance de la gauche, de la NUPES, mais qui s'opposent par exemple souvent aux positions de leur propre groupe sur ces enjeux sociétaux et qui appellent à se recentrer sur les enjeux socio-économiques. Je pense aussi à un événement d'actualité. En Allemagne, la députée Sarah Wagenknecht, excusez-moi la prononciation, a quitté le parti de gauche Die Linke pour créer un mouvement transpartisan centré davantage autour des intérêts des classes populaires. Aux États-Unis, je pense aussi à Mark Lilla, un penseur plus proche des démocrates, après la défaite d'Hillary Clinton en 2016, a dénoncé au sein du Parti démocrate et de la gauche américaine le modèle Facebook des identités, comme il le dit, qui selon lui nuit à l'appartenance à la nation, qui est primordiale pour sa vision de la gauche. Et pour finir aussi, c'est au Québec, pas mal d'organisations de gauche. Je vois que vous êtes en train de bouillir, Monsieur Nambride. Pas mal d'organisations... vers vous, oui. Pas mal d'organisations de gauche au Québec qui apportent un soutien critique à Québec solidaire, donc qui apportent leur soutien pour ses positions globalement de gauche, mais qui le critiquent aussi sur le wokisme de certaines de ses positions, par rapport au souverainisme, à la protection de la langue française, des classes populaires, mais aussi de la laïcité. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Nambride, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que la majorité reçoit beaucoup déjà dans l'ensemble et qu'il y a une minorité qui a besoin aussi d'être entendue et qui a besoin d'être prise en compte? Le wokisme, la déconstruction, etc., c'est vraiment aller droit au mur. La gauche ne va jamais être capable de défendre des vrais enjeux si elle continue à défendre le wokisme. Pour moi, on ne peut pas défendre... On essaie d'intégrer dans nos sociétés des peuples différents, avec l'immigration, le mondialisme, etc. Mais là, ce qu'on fait avec le principe de opprimer ceux qui oppriment, etc., au lieu, avant, on parlait de la lutte des classes, maintenant, on fait la lutte des races. C'est ça ce que le wokisme fait avant tout. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est pas capable de vraiment... de défendre avant tout les droits des minorités. Si c'est comme ça, en fait, on est en train de déunifier la société au lieu de les assimiler, au lieu de les intégrer à une culture, parce qu'en réalité, soyons francs, un noir ne peut pas être blanc, un blanc ne peut pas être noir. Mais les deux, ce qu'ils peuvent être, c'est être français, c'est être canadien, c'est être québécois. La culture est la seule chose qui nous unit. Et le wokisme, la première chose qu'elle fait, c'est enlever la culture, c'est déconstruire, nous diviser pour mieux régner. Et le wokisme est une impasse pour la gauche. Je vais vous donner un petit exemple. Le wokisme, ça a apparu avec les années 60, avec les mouvements hippies, avec mai 68. Ça a été prouvé que la CIA, la FBI, balançait de la drogue dans les campus américains en Californie pour être sûr d'apaiser un maximum que possible les potentiels mouvements communistes marxistes. Parce que le FBI savait dès le début que c'est mieux d'avoir un wokiste face à soi qu'un déconstructeur face à soi, qu'un mouvement communiste. Parce que le mouvement wokiste, ça va nulle part. Et le mouvement wokisme, c'est vraiment un principe qui n'est pas... On ne peut pas unir une société avec le wokisme. Le wokisme, c'est une pensée racialiste avant tout, mais vraiment c'est ça. C'est le wokisme qui dit vous n'êtes pas assez noir, un noir, et donc vous ne pouvez pas être acteur pour un film. C'est le wokisme qui impose que Air Canada doit avoir un vol seulement pour les noirs. Où est le principe d'ailleurs
de multiculturalisme? Où est le principe d'ailleurs du brassage des ethnies? Là je vais faire mon moment de gauche. Où est le principe du brassage des ethnies quand ce qu'on fait c'est qu'on est en train de catégoriser les individus dans des petites cases et on essaie de les diviser? Il y a cette race et tu peux pas être dans cette race parce qu'il faut avoir cette couleur de peau et cette manière de penser. Mais c'est une société où il y a une majorité, une minorité. Il faut s'intégrer, il faut vivre ensemble. Le wokisme divise une société parce que c'est ce qu'elle essaye de faire. C'est un danger absolu. Et on ne peut pas défendre les droits des minorités avec ça. C'est un vrai danger. On va au contraire créer plus de division dans la société. Et on va aller nulle part. Une société unie, mais vraiment unie, c'est la seule chose qui est capable de faire progresser une société vers l'avant. Ok, Monsieur Fontaine, qu'est-ce que vous avez à répondre à Monsieur Nambrit par rapport, parce qu'il a été vraiment très très violent contre le mouvement wokiste et woke, on va dire. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez répondre dans tout ce qu'il a dit dans ses argumentaires? La première chose que je viendrais répondre, c'est qu'on a parlé de désunification. Est-ce que, au contraire, cette polarisation-là, je préfère le mot polarisation de mon côté, la polarisation qu'on voit présentement dans notre société, je la vois plus comme une réponse à justement les schèmes d'oppression qui sont là depuis tellement longtemps. C'est une espèce de rébellion contre ces schèmes d'oppression-là. On a parlé aussi que le wokisme n'avait pas nécessairement rien apporté à la société, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exemples que je pourrais nommer. Oui, allez-y. On peut parler des toilettes non genrées qui ont permis de justement d'inclure tout le monde, ouais. D'inclure tout le monde, d'inclure un groupe, arrêter de différencier de cette façon-là. Après ça, on a beaucoup utilisé le racialisme dans ce qu'on vient d'entendre, mais c'est parce que si on regarde notre société, il y a eu une fâcheuse la parité, un des meilleurs exemples, la parité. Pourquoi la parité est apparue? Du côté de la droite, on va entendre des arguments disant que ça devrait être la compétence qui devrait mettre de l'avant quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais c'est que l'histoire a eu une fâcheuse tendance à attribuer la compétence seulement à certaines classes de la société spécifiquement. Le but de la discrimination positive, notamment, c'est de rétablir une représentation, de rétablir un équilibre et une justice entre tous les peuples qui sont représentés dans notre société. Et oui, présentement, on a besoin, pour pouvoir rétablir cette équité-là, on a besoin d'aller plus d'un côté que de l'autre parce qu'il y a un retard. Il y a un retard à rattraper et ce retard-là est important à rattraper. Si on veut une société unifiée, comme M. Nambrit le mentionnait, on a besoin d'une société où est-ce que chacun va avoir sa juste place dans cette société-là. Et oui, présentement, il y a une tendance vers vers l'étiquetage. Oui, on peut le reconnaître, mais cette tendance-là est importante parce que cette tendance-là permet de mettre en lumière certains enjeux qui étaient, on a parlé de la gauche marxiste notamment, des enjeux qui étaient complètement invisibilisés par la gauche marxiste parce qu'on voyait uniquement deux classes sociales, alors que ces deux classes sociales-là elles-mêmes se subdivisent en une multitude de classes différentes. Là. OK. Monsieur Nambrit, merci beaucoup pour votre point. Mais, par rapport à cela, oui. Ici, ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de dire, par exemple, c'est que le wokisme même permet de faire des changements micro en tant que tel, alors que non, mais au moins, il y a quand même des changements. On va dire dans le quotidien des minorités et c'est-à-dire la société actuelle elle fait plus peut-être des changements pour le macro, donc le plus grand nombre, alors que peut-être il y a des personnes qui se sentent marginalisées, qui aimeraient se sentir aussi inclus dans la société dans laquelle elles sont. C'est sûr qu'on peut donner, moi je suis pour un républicanisme, je suis pour le droit, je suis pour tout le monde est représenté de manière égale, il n'y a pas de souci, mais la manière dont le wokisme le fait, la manière dont le radicalisme, les femmes qui disent on n'a pas besoin d'hommes, les femmes qui crachent sur les hommes, le wokisme fait beaucoup ça, mais c'est aussi, on a parlé de la discrimination positive. Discrimination positive, franchement, si on prend aux États-Unis, d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait quelque chose sur ça pour revenir en arrière et arrêter pour les universités, parce que la discrimination positive, en vrai, c'est quelque chose déjà, c'est quelque chose fondamentalement raciste, parce que c'est fondé sur la race, sur les races avant tout. Il y a des Blancs qui vivent dans des communautés très pauvres, par exemple dans le sud de l'Amérique, et qui vivent aussi par exemple. De rattrapage. Mais attends, je veux juste finir, parce que pour la discrimination positive, par exemple, les personnes, moi je suis d'origine asiatique, les Asiatiques, ils sont négativement discriminés sur la discrimination positive aux États-Unis parce que quand on va aller à l'université aux États-Unis, les Asiatiques ont environ 20 points de moins sur leur examen ou pour leur demande d'entrée. Les Blancs, c'est genre 0, les Noirs, c'est plus 20. Et les Asiatiques, ils sont littéralement pénalisés de manière négative parce que justement, on parle du suprémacisme blanc, le blanc
blanc qui est suprémaciste sur les sociétés occidentales et qui opprime les minorités. Mais comment ça se fait que les Asiatiques font mieux que les Blancs en France et en Europe sur l'éducation, à un tel point qu'on est obligé de les pénaliser négativement pour qu'ils aillent à l'université. Donc c'est ça. Mais aussi, j'ai pas de problème à donner des droits. J'ai pas de problème. Moi, l'important, c'est se sentir fier dans sa nation, se sentir fier de ce qu'on est. Et on crie sur le wokisme crie sur la nation, le wokisme crie sur la culture. Mais c'est quoi nos sociétés occidentales ? C'est qui les pays qui ont légalisé les droits homosexuels ? C'est quels pays qui ont dépénalisé les droits homosexuels ? C'est qui ont le droit de donner les meilleurs salaires aux femmes ? Ce sont les pays occidentaux. Oui. Où sont les woke quand ils vont critiquer sur les femmes en Iran qui se font tabasser, sur les homosexuels qui se font pendre et battre dans les rues d'Indonésie pour être homosexuels ? Et ils sont où, les woke, pour défendre ces cas-là ? Les woke, ils sont... par exemple, je peux vous donner un exemple. Les rechercheurs suédois en 2013 avaient fait un sondage pour voir quel pays est en faveur ou d'avoir un individu d'une autre race à côté de soi comme un voisin. L'Iran, 42% étaient contre avoir quelqu'un d'une autre race. La Chine, 26%. Le Maroc, 23%. L'Égypte, 20%. L'Angleterre et la France, en dessous de 5%. Donc, il faut être franc. En plus, ce sont des pays qui ont 4 fois plus d'habitants que nous. Nous sommes des États, nous sommes des sociétés qui ont atteint des niveaux de progrès vraiment conséquents. Nous avons donné le droit aux travailleurs, nous avons donné le droit aux femmes. C'est super, il n'y a pas de souci. Allons en avant, une société unie et fière d'être unie. Mais le fait, c'est qu'on arrive à un stade où on arrive tellement à un stade de progressisme où la différence de salaire, quelquefois, entre l'homme et les femmes pour certains emplois, c'est 4-6%, des choses comme ça. On a donné le droit à tout. En quoi une personne d'origine indienne aux États-Unis est défavorisée, un étudiant indien par... C'est quoi les vraies différences ? Il n'y en a pas. Et donc, le wokisme, c'est une manière de pousser encore plus loin le progrès. On a déjà fait tellement de progrès dans nos sociétés. Le progrès, c'est dans les autres pays. On a du progrès à faire, mais on a déjà fait tellement de progrès qu'on est obligé d'aller à créer des fausses accusations, créer des faux ennemis. Maintenant, c'est pas le bourgeois qui est le méchant. C'est l'homme blanc, parce qu'il est hétéro, parce qu'il est blanc, et des choses comme ça. C'est ça le problème. Et c'est parce qu'on est arrivé à un stade déjà de progrès qui est tellement conséquent. On peut toujours aller de l'avant, mais le wokisme, c'est tellement radical. Qu'est-ce que vous allez répondre ? Je vous laisse répondre, monsieur. Je vais commencer par répondre sur la question des... on l'a vu, une des choses, on parlait tantôt de qu'est-ce que le wokisme a emmené dans la société. On l'a vu au Qatar. La réaction de la communauté internationale à la Coupe du Monde au Qatar. Où ce que partout, ça a été critiqué. Qu'est-ce qui a amené cette critique-là de la communauté internationale ? C'est justement... un mouvement woke. Je ne vais pas nécessairement attribuer ça uniquement au mouvement woke. Je vais associer ça au progrès social plus que d'autres choses. Mais justement, oui, on a énormément progressé en Amérique du Nord. Mais ça ne veut pas dire que puisqu'on a énormément progressé, tout d'un coup, on doit arrêter de progresser ici et maintenant. Ce progrès-là nous a amené à mieux comprendre des enjeux structurels dans notre société. On peut parler du racisme systémique, on peut parler de je vais le dire comme ça, de la misogynie qui est encore très, très présente, de la culture du viol qui est très, très, très présente dans notre société. Ce progrès-là nous a permis de les mettre en lumière. Une fois qu'ils sont mis en lumière, une fois qu'on les comprend, ça devient de notre responsabilité d'agir dessus. On est aussi venu parler de l'homme blanc. Le but du mouvement woke n'est pas nécessairement de diaboliser la personne blanche, hétérosexuelle. On l'entend souvent comme... L'extrême droite vient souvent utiliser cet argument-là pour venir diaboliser le mouvement woke. Le but n'est pas de le diaboliser, c'est que quand on prend l'intersectionnalité, quand on voit la quantité de privilèges qui sont concentrés aux mains de cette personne-là, c'est normal que cette personne-là fasse un processus de réflexion pour considérer ces privilèges-là et essayer de ne pas reproduire les mêmes structures qui l'ont mis dans cette position-là pour favoriser l'inclusivité dans la société. C'est plus ça l'objectif, c'est plus ça qu'on va venir rechercher, et bien sûr, dans une certaine bienveillance, oui, dans une certaine bienveillance envers tout le monde. OK, parfait. À ce niveau-là, donc, en gros, ce que vous pouvez dire à ce niveau, donc, pour vous, le wokisme, il est plus respectueux de la diversité des opinions et des cultures en tant que telles. C'est ça. Et vous... Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, le wokisme, c'est pratiquement une dictature. On ne peut plus profiter de ce qu'on aime. On peut plus faire de l'avion, on peut plus rigoler de quoi que ce soit, parce que le wokisme, c'est un individu qui souffre, qui est martyrisé. En fait, on trouve le martyr partout, on trouve le mal partout. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire parce que sinon, on blesse quelqu'un. On blesse quelqu'un à un autre endroit. Par exemple, je vais donner un exemple. J'ai un ami qui s'est fait réprimander au Walmart
hier parce qu'ils ont mis des Pères Noël noirs. Tous les Pères Noël étaient noirs. Alors, ok, d'accord. Il avait dit... Le Père Noël aussi, on ne sait pas s'il est blanc ou non. C'est une création, on va dire. C'est de la fiction. Oui, donc, mais c'est sûr. Mais le fait, justement, c'est pour ça que le wokisme adore le capitalisme. Le capitalisme adore le wokisme. C'est pour ça que les marxistes n'aiment pas trop ça. Et la vieille gauche. Mais c'est aussi le fait que soyons francs, on est en train d'imposer le droit des minorités sur la majorité. Hein. C'est quoi la démocratie ? La démocratie, c'est la majorité qui fait des lois, la majorité qui dit des choses. Et la société évolue, bien sûr. Mais là, ce qui se passe, c'est une minorité qui impose son droit sur la majorité. Donc c'est antidémocratique. Le Père Noël noir, soyons francs, quel est le pourcentage de Noirs, d'Africains, d'origine africaine à Sherbrooke, au Québec ? Ils font à peine 5%. Donc on est en train de faire un remplacement d'une culture entière pour satisfaire une minorité. Imaginez, je fais ça au Sénégal, au Gabon, n'importe quoi. Question. Est-ce que au Walmart en question, il n'y avait que des Pères Noël noirs ? Il n'y avait que des Pères Noël noirs. Que ça. Et mon ami s'est fait réprimander parce qu'il avait fait une petite blague, est-ce que c'était un défaut de fabrication ? Parce que là, à ce point, on peut se poser des questions. Et il s'est fait réprimander que tu es trop fermé d'esprit. Oh là là, mon Dieu, c'est une dictature woke qui s'impose sur nous. Mais je peux rajouter très rapidement sur ce qu'il a dit. Il a dit des bonnes choses, mais c'est aussi le fait que... Parlons rapidement du mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, le droit des femmes, sans souci. Le viol, c'est vraiment mauvais. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut défendre le droit des femmes. Et le problème, c'est le wokisme aussi, c'est vraiment l'essentialisme. C'est les émotions avant tout. Donc, revenons rapidement sur le MeToo. Le MeToo, c'est un mouvement. C'est Hollywood, drogue, viol, etc. Et donc, Hollywood avait créé ce mouvement. Les célébrités américaines avaient partiellement créé ce mouvement MeToo pour être capable de cacher un peu toute la merde qu'ils faisaient de leur côté chez Hollywood et pour rapporter, pour dire, regardez, on est les grands défenseurs des minorités et des femmes, donc on crée le mouvement MeToo. Alors que la source des viols, etc., de la décadence, c'est eux qui la faisaient, c'est Hollywood. Donc beaucoup d'individus de gauche, etc., se sont fait avoir par ce mouvement. Et on peut aussi parler rapidement du racisme systémique. Alors je vais faire mon petit aparté de français, parce que je suis français, etc. Mais je suis fier de l'être. Mais le racisme systémique, alors en vrai, je peux pas trop dire sur le Canada, le Québec, je connais pas beaucoup, je connais pas assez, mais très rapide pour la France. Il y a une raison pourquoi certains pays, le wokisme marche mieux que d'autres. En France, ça marche assez mal, surtout le racisme systémique, parce que en réalité, soyons francs, regardons la culture française. Il y a 200 ans, quelle partie de la culture française est basée sur la race ? La culture n'est pas basée sur la race en Europe. Elle n'est pas basée sur la race en Suède. Elle n'est pas basée sur la race en France. Et on nous dit que la culture est un danger pour la race. Et aussi, le racisme systémique, je veux rajouter ça, très important, n'existe pas en France. Il n'existe vraiment pas. Le président du Sénat, en 1958, était noir. Gaston de Monnerville, président en 1900, sous De Gaulle, il était noir, le président du Sénat, on était le premier gouvernement à avoir une seule personne qui change, on va dire, qui fait mentir les statistiques. Le maire de Paris en 1900, qui était afro-cubain, il était afro-cubain. Le maire de Paris en 1900. Et il avait dit que la France n'est pas un pays raciste dans ses institutions, car elle n'aurait pas permis à des personnalités originaires de régions diverses, à des enfants d'esclaves, d'éclore. Ce que l'on fait, c'est une république. La République française, pour moi, c'est un modèle exemplaire, surtout pour certains Québécois souverainistes. Elle ne reconnaît pas. On est tous unis sur la République. Elle ne reconnaît pas les individus, les minorités, etc. Nous sommes une communauté française et nous sommes tous égaux face à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de système raciste, etc. Monsieur Fontaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je vais commencer par peut-être éclaircir le racisme systémique. Quand on parle de racisme systémique, on ne parle pas de racisme systématique. C'est pas tout d'un coup des institutions politiques qui systématiquement vont venir exclure à répétition les personnes racisées de ces instances. Absolument pas. Le racisme systémique, c'est des choses qui se manifestent notamment par le profilage racial. On a des statistiques sur le profilage racial. J'ai eu une conférence justement hier dans un de mes cours d'un spécialiste du profilage racial qui vient nous parler de quelle manière, dans la ville de Québec, la lutte contre les gangs de rue a débuté un épisode de profilage racial d'importance qui vient stigmatiser les populations noires par la police au point où ces populations-là n'ont même plus nécessairement confiance à l'institut qu'est la police dans la ville, ne veulent même plus de sa sécurité. Pour moi, ça, c'est encore plus un risque à nos sociétés que
tout ce que j'ai nommé depuis le début. Il y a aussi... Excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui ont été Oui, nommées effectivement, vraiment monsieur Nambride a abordé beaucoup de sujets. Surtout, il a parlé aussi MeToo, je pense. de MeToo Ouais, qui a éclore sur les réseaux sociaux. Ça m'emmène sur une autre question, Ouais. même par rapport à ça. Vous Parfait. pourrez renchérir. Uh-huh. Qui disait ici, est-ce que le wokisme, en fait, c'est pas les réseaux sociaux que... Attendez, je suis en train de trouver la question. Est-ce qu'il s'est influencé plus par les réseaux sociaux qu'autre chose? Mais l'importance, je pense que ça, c'est une... Je vais rebondir une partie sur MeToo, puis ça va me faire naturellement embarquer sur cette question-là. Je pense que quand on a parlé qu'Hollywood avait créé le mouvement MeToo pour venir cacher d'autres choses. Mais ce qu'on n'a pas mentionné dans le discours, c'est à quel point le cadre patriarcal qui existe dans nos sociétés cause toutes ces inégalités genrées-là, cause les problèmes de violence à caractère sexuel qu'on a présentement dans nos sociétés, lorsque plusieurs hommes, par leur statut de domination, se croient avoir le droit de commettre ces actions-là. Maintenant, qu'est-ce que le mouvement MeToo, puis juste pour revenir rapidement, il n'y a aucun homme qui a le droit de commettre ces actions-là, et on dirait qu'il y a une certaine confiance d'avoir le droit de le faire quand cette chose-là est un construit social de A à Z qui se doit d'être déconstruit. Par la suite, on a parlé de MeToo, puis ça va me faire arriver aux réseaux sociaux. Le mouvement MeToo a été dépeint comme pour cacher certaines choses qui se passaient ailleurs, mais le mouvement MeToo a été surtout une manière pour la population féminine. De mettre la lumière, en fait, sur... Oui, puis je vais dire féminine, mais toute personne qui ne s'identifie pas comme homme, de mettre la lumière sur certaines choses que nos institutions politiques, que nos institutions judiciaires n'étaient pas capables de faire. Il y a eu des statistiques qui ont été prises. On a vu que 97% des plaintes pour des violences à caractère sexuel étaient avérées. 90, 97, autour de ça. Je pense que ça prouve à quel point notre appareil judiciaire n'est pas capable de subvenir à ces besoins-là, subvenir à contrer ces violences-là. Donc, vous pensez que c'est un peu grâce au mouvement woke que ce genre qu'il y a eu de la lumière sur les violences à caractère sexuel, les viols et tout, sur les réseaux sociaux et tout ça? Ben, oui, ça a mis lumière, mais il y a aussi des personnes qui ont eu... Je vais le dire comme ça, qui ont eu un peu ce que ces personnes-là méritaient par rapport aux actions qu'elles ont posées, alors que l'organe judiciaire n'était pas capable de subvenir et n'était pas capable de protéger ces personnes-là. Ben, à un moment donné, on l'a vu dans plusieurs révolutions qui ont eu lieu de plusieurs types. Lorsqu'un État n'est pas capable de subvenir à un besoin de protection de sa population, ben, c'est normal qu'il y ait une révolte dans cette population-là. Et aujourd'hui, avec les médias sociaux, on peut parler de révolte de plusieurs types, et ça en fait partie d'une. Parfait. À ce niveau-là, donc, monsieur Nambride, est-ce que vous pensez alors que le wokisme aussi, c'est quand même un facteur de progrès dans la société actuelle? Pour moi, ce n'est pas un facteur de progrès. Alors, dans certains cas, oui, c'est sûr, pour MeToo, ça a été efficace en réalité pour défendre les droits des femmes. Mais le wokisme, c'est beaucoup de choses. Et encore une fois, je vais revenir au principe que beaucoup de la gauche rejette le wokisme parce que ça met de côté... Le droit des travailleurs, ou etc. Mélenchon, en 2012... De quelle manière ça met de côté le droit des travailleurs? Par exemple, c'est que la gauche se plie au principe... Parce qu'en fait, quand on parle du droit des homosexuels, c'est 2 à 4% de la population. Ils ont bien sûr le droit d'un droit, il n'y a pas de souci. Mais le principe, c'est qu'en fait, ils font une fierté sur donner le droit à 2% de la société, alors qu'avant, en France, ils n'étaient pas battus. Il n'y avait pas de peine de mort. Alors qu'il y a 30-40% d'individus, de travailleurs, etc., qui, eux, ont vraiment de la difficulté à vivre tous les jours avec l'inflation. Que tu sois homosexuel ou pas, tu as le même salaire que ton collègue qui est... Enfin, si tu es homosexuel et ton collègue ingénieur est pas homosexuel, vous avez le même salaire ou des choses comme ça. Donc, j'ai pas de problème à défendre le droit des minorités, des homosexuels, mais le problème, c'est qu'on est en train de mettre de côté une énorme partie du programme. Le programme économique de Mélenchon, par exemple, la France Insoumise, qui est pour moi vraiment la gauche woke, est vraiment mis de côté pour défendre le droit de minorité. Et c'est très simple, ça se voit. Tous les communistes en France, énormément des classes travailleuses, c'est qui vote pour maintenant? C'est Marine Le Pen, parce qu'elle elle parle encore des vrais sujets. C'est qui les 2 individus de la gauche en France qui sont les plus populaires? C'est Fabien Roussel et
François Ruffin de la France Insoumise. Parce que ce sont eux qui mettent le sujet du wokisme à côté et qui s'occupent de la nation, de la fierté nationale, de la fierté dans le travail, dans le droit des travailleurs, etc. Et parce que les Français, les individus eux-mêmes, ils comprennent que le wokisme, en quoi ça m'intéresse, en quoi ça me concerne de parler d'ultra-minorité, que ça concerne ces personnes. Mais parlons à l'entièreté de la population. Et revenons rapidement au profilage racial. Ça me fait marrer parce que c'est tout ce que le wokisme fait. C'est le profil racial. C'est l'actrice ne peut pas faire le film parce qu'elle n'est pas assez noire. Un exemple concret. 2020, Zoé Saldana a été reprochée de ne pas être assez noire pour jouer Nina Simone dans un film. En plus, parlons-en, est-ce qu'elle aurait pu être sur ce bol de Air Canada seulement pour les noirs? Je sais pas. Mais Nina Simone, elle est noire. Mais oui, mais pour eux, ce n'est pas assez noir. Dans les animés japonais, c'est la même chose. Ce n'est pas assez asiatique pour... parce que quand ils disent la version anglaise d'animé, on ne sait pas si c'est un asiate. Et ils disent « Ah, mais tu n'es pas asiatique, pourquoi tu fais ce personnage d'animé japonais ?» Et après, on voit la photo. « Ah, c'est un asiatique, excusez-moi. » Mais le wokisme critique le profilage racial, et bien sûr, c'est vraiment pas bon, le profilage racial. Mais ensuite, c'est eux qui se concentrent sur la race et qui rapportent le principe de race avant tout. Et en plus, excusez-moi, hein, mais le profilage racial... encore une fois, les Asiatiques, je les vois pratiquement jamais arrêtés par la police, en France ou que ce soit aux États-Unis. Parce que peut-être que certaines communautés, d'un point de vue d'insécurité ou etc., ou de criminalité ou etc., les Asiates, excuse-moi, on n'a jamais critiqué les Asiates pour foutre la merde. À part pour faire peut-être blanchissement d'argent un peu, etc. Moi-même, j'ai grandi dans une ville où c'était comme ça. On va dire peut-être eux, ils sont plus connus dans les fraudes, dans certains sujets, c'est ça. Mais le profilage racial, c'est pas automatiquement bam bam, tu es méchant, bam bam, tu es mal, etc. Mais il y a des raisons pourquoi il y a des contrôles davantage dans les quartiers dangereux, défavorisés, ou bien sûr il y a davantage de minorités, etc. Et d'ailleurs ce n'était pas le cas auparavant. Et aussi on part du patriarcat. Le patriarcat, c'est sûr qu'il faut une société égale. Mais soyons francs, on est en train un peu de brasser de l'air. Il faut défendre le droit des femmes, mais par exemple, personne ne critique certaines religions ou certaines communautés qui clairement disent que pour l'héritage, l'homme a clairement plus que la femme. Et c'est écrit dans la religion. Alors je ne vais pas dire quelle religion, en plus il y en a plusieurs où c'est comme ça, mais on ne critique jamais ça. Et après on défend ces religions comme etc. Incroyable. Et où sont les woke d'ailleurs pour défendre le droit du voile en Iran. Les Sandrine Rousseau, wokiste, chef wokiste des écologistes en France, avait été critiquée justement pendant les marches pour les droits pour les femmes en Iran, parce que on savait très bien qu'elle adorait le voile et elle profitait de la manifestation pour faire se faire un peu de popularité, mais tout le monde savait très bien que les wokistes ne défendent pas vraiment le droit des femmes, par rapport à l'insécurité, etc. Qu'est-ce que vous dites par ça? Ils défendent pas. Je reviens beaucoup à la France, désolé, mais... Ouais, c'est certain que c'est pas des exemples que je suis c'est vrai. Oui, effectivement, c'est mais quand même, disons que le wokisme ou bien le système, le mouvement woke en tant que tel ne défend pas le droit des femmes. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ce qu'il dit? Je pense qu'il y a une des choses qui est importante à comprendre, c'est que moi, en tant que personne blanche, et beaucoup de personnes seraient de mon avis, je n'ai pas à dire à quelqu'un qui pratique l'islam ce qui est bon de faire pour cette personne-là. On peut y aller avec l'éducation. Des choses que le mouvement woke aime beaucoup, c'est l'éducation populaire, l'éducation sur plusieurs réalités, sur des façons de penser diversifiées. Plusieurs facettes de la société. Exactement. Puis une fois que cette personne-là comprend, je veux pas non plus mon but, c'est pas non plus de transmettre la vérité, transmettre la bonne parole, mais bien de transmettre différentes manières de penser. Et cette personne-là est en pleine capacité de choisir pour elle-même ce qu'elle désire faire. Si une femme appartenant à la religion musulmane décide qu'elle veut porter le voile, ça serait pas défendre le droit des femmes de retirer ce voile-là à cette personne-là. Au contraire, le but du mouvement féministe a souvent été l'empowerment des femmes, la capacité d'une femme de prendre des décisions pour sa propre personne. Ouais. Donc, si cette femme décide de porter le voile, qu'elle porte le voile. Oui, mais en Iran, c'est imposé. En Iran, c'est imposé. Même les journalistes sont obligés, pas partout, si je m'en souviens, mais ils sont imposés de mettre le voile. Mais déjà, ça me fait marrer. J'ai pas mentionné l'islam, mais revient l'islam. Donc, oui, on reconnaît. À ce niveau, mais c'est d'autres religions aussi. Même le christianisme, il y a des centaines d'années, c'était la même chose. Effectivement. Mais à ce niveau, vous voyez pas que le système woke, ma question s'adresse à vous, le mouvement woke n'essaie pas de pouvoir permettre à tout un chacun de se sentir inclus dans une société, bien que on le voit bien que
les différents gouvernements occidentaux et tout essaient de pouvoir faire des choses pour le plus grand nombre. Vous avez dit ici que les gouvernements ont fait beaucoup d'avancements concernant les droits des LGBTQ, les droits des personnes en minorité et tout, mais le système woke aussi fait ressortir d'autres discriminations ou bien d'autres choses à faire pour d'autres communautés minoritaires. C'est sûr, mais au fil du temps ne se sentent pas encore inclus dans la fait société. tout un plat pour des discriminations d'individus qui sont enfants 0,0003% de la société. Et on est en train... C'est vrai on que est en c'est train d'apporter 0,03 de la société. on est en train de balancer donc on des va pas les prendre en personnes compte. qui ont des personnes à se battre, etc. Sur les combats, sur les réseaux, sur les plateaux télé, etc. Et aussi ça défend pas le droit. Tout ce que ça fait le wokisme, c'est dire du mal sur les blancs, dire du mal sur la société existante, que mes grands-parents, que mes ancêtres ont construit, ont battu, ont fait la guerre pour, ont coulé leur sang et leurs âmes pour, et on est en train de cracher dessus. En plus, beaucoup d'individus, de migrants ou etc. qui viennent en France, on les accueille en France, on leur donne le pain, le travail, etc. On donne l'AME, on donne tous les aides sociales, et ensuite on crache sur la société française qui elle-même a créé ces institutions pour les donner à eux. Ce sont des personnes qui viennent chez nous et qui ensuite disent qu'ils sont opprimés chez nous alors qu'ils ont quitté leur territoire pour des raisons spécifiques. Alors là, je parle des choses spécifiques. Et je veux juste parler très rapidement d'un truc. Pour moi, je ne peux pas prendre le wokisme au sérieux parce que le wokisme, ça veut interdire le grec à l'école. Ça veut interdire le latin à l'école parce que c'est une vision trop masculine de la société. Là, vous parlez de la France, en passant. Ah non, mais ça, c'est aux États-Unis. Ils ont fermé dans certaines Ivy League aux États-Unis, ils ont interdit l'enseignement du latin et du grec parce que c'est une vision masculine de la société et c'est pas bien. Alors que ce sont des deux empires qui étaient relativement très pro-homosexualité. Il y avait beaucoup de preuves. Mais aussi, tu as des universités américaines. Par exemple, l'université d'Evergreen aux États-Unis, champion du wokisme, qui avait fait une journée interdite aux blancs. Il y avait un prof d'origine juive qui avait critiqué ça et qui a été licencié de l'université. Une journée interdite aux blancs. Il y a aussi le principe écologiste en France, Sandrine Rousseau, qui avait dit « Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des centrales nucléaires. » Le wokisme, pour moi, je ne peux pas prendre ça au sérieux. Parce que tellement de leurs revendications sont tellement... viennent de nulle part. Le wokisme avait critiqué il y a quelques années que 1 plus 1 n'est pas égal à 2 parce que c'est un construit social. Ils ont dit que la musique classique, c'est quelque chose de suprématie. C'est ça, je ne peux pas prendre ça au sérieux. Oui, qu'est-ce que vous dites, par exemple, que ce mouvement est trop radical pour avoir de crédibilité, en gros? Mais je pense qu'il y a une chose importante et essentielle au discours. S'il y a une montée de certaines pensées radicales dans notre société, ni pour valider, ni pour discréditer cette frange-là de la gauche, mais s'il y a une montée du radicalisme d'une certaine façon, c'est en réponse à un problème, c'est en réponse à une oppression, c'est en réponse à quelque chose. Puis quand on vient... Tu sais, souvent, on entend ce discours-là que le wokisme vient attaquer l'homme blanc, mais pourquoi est-ce que constamment une population qu'on voit... Si on va regarder les statistiques socio-économiques, les personnes blanches ont un revenu supplémentaire supérieur à la moyenne. Pourquoi est-ce que ces personnes-là se sentent constamment oppressées et attaquées par une minorité? Et aussi, une des choses qui est importante à mentionner, puis là, je vais prendre une approche un peu plus libérale, dans nos sociétés, dans nos constitutions, au top de la liste, il y a le droit à l'égalité. Et, on parlait tantôt que c'était un risque pour la démocratie. Je vais pas le voir de la même façon, parce que je pense qu'une des responsabilités de nos instances gouvernementales, de nos lieux de pouvoir, c'est de pouvoir faire respecter sur quoi la société a été bâtie. Et la société a été bâtie historiquement pas sur le droit à l'égalité, mais en voulant prôner ce droit à l'égalité-là, il est temps de pouvoir l'appliquer pour de vrai. Et quand j'entends ça, les sociétés qui ont été bâties par les personnes blanches, historiquement, si on prend l'exemple des États-Unis, dans le sud des États-Unis, la société n'a pas été construite uniquement par la sueur et le sang des personnes blanches. Au contraire, il est temps de mettre ça en lumière, il est temps de rétablir ça. Et quand on parle du Canada, du Québec en particulier, il
il a été construit, oui, il y a eu de l'effort des peuples coloniaux, mais au détriment de qui? Au détriment des peuples autochtones, par la marginalisation des peuples autochtones, par la création d'une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens, qui n'a même pas le bon nom dans la loi et qui est encore reconnu aujourd'hui. Le wokisme, c'est quoi? C'est une réponse à ces institutions-là qui sont arriérées, qui ne sont plus adéquates. En gros, en fait, les institutions doivent s'actualiser maintenant aux différentes demandes des différentes minorités pour que de plus en plus, il y ait de plus en plus d'inclusion. Et pour assurer le droit à l'égalité. Okay. Est-ce que vous voulez ajouter quelques petits trucs? Non, en fait, je regardais juste par rapport à ce que M. Nambry disait sur l'affaire... du grec. Donc, vous disiez aussi que l'affaire grec et le latin étaient supprimés de l'université, c'est ça? Certaines universités Ivy League aux États-Unis. Ok, parce qu'en fait, alors j'avais un petit doute, mais plus exactement, ces langues n'ont pas été supprimées, elles ont juste été rendues optionnelles. Optionnelles, mais je pense que c'est à cause du backlash. Alors après, parce qu'à l'origine, c'était pour supprimer. Après, forcément, tous les articles que j'ai sous les yeux ont une vision un peu différente des choses, mais dans tous les cas, ça a été rendu optionnel. Oui. Après, voilà, je dis pas ça non plus pour remettre en question votre vision du wokisme et tout. C'est juste pour préciser la chose. Actuellement, on tire bientôt vers la fin de notre débat. Très intéressant, il faut le dire. Il y a un professeur qui me reproche de dire intéressant, mais c'est très intéressant. Monsieur Nambry, vous voyez, il y a M. Fontaine qui dit que le wokisme permet en fait permet de pouvoir pousser les différents gouvernants à s'actualiser. Parce que vous savez, la société est en constant progrès. Donc, il faut vraiment s'adapter aussi aux différentes réalités, aux différentes choses qui vont apparaître au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, le wokisme, clairement, ne représente pas la majorité des individus. Soyons francs. On est en train de dire, les wokistes, que on a un salaire différent à cause qu'on soit d'une race différente. Soyons francs, ou, en France, ou même, je pense, au Québec, tu es noir, donc tu auras 30% de salaire de moins que ton collègue blanc. D'où il y a ça, on est en train de créer des personnes qui se plaignent pour quoi que ce soit, et on va aller nulle part. Mais qu'est-ce que vous pensez de la discrimination à l'embauche? La discrimination à l'embauche? La discrimination à l'embauche... Vous pensez que ça existe ou pas? Je pense qu'en réalité, ça peut exister. En réalité, c'est sûr. Mais la discrimination, c'est quoi? La discrimination à l'embauche, en France, elle est assez présente parce qu'on a, comparé au Québec, on a donc 8% de chômage. Est-ce que ça légitime un peu, ça peut légitimer un peu le combat des... Écoute, soyons francs. Si j'ai besoin d'un acteur pour faire Nelson Mandela, je vais pas prendre un blanc. Ok, si j'ai un acteur pour faire un film historique avec Mao Zedong, je vais pas prendre un blanc non plus. On va mettre de côté les métiers, on va dire les métiers d'actorat et tout, mais on parle de métier d'une personne lambda qui a besoin d'un travail et tout, et qui va se présenter pour une période d'embauche, et on se rend compte que cette personne fait partie d'une minorité visible. Oui, c'est sûr, ce n'est pas bien, parce qu'il faut que tout le monde ait le droit à un accès à un emploi dans la société. Donc, est-ce que ça légitime, mais moi, je ne regarde pas la race, je regarde avant tout si l'individu ou pas le droit d'un emploi à la société. Ce sont les minorités qui, en France, sont très privilégiées d'avoir énormément d'aides sociales, l'AML, etc. Mais est-ce que l'aide sociale, l'aide médicale de l'État, les minorités, ça vise la société? Oui, ça vise la société, mais tu as les statistiques officielles en France, oui, etc. Est-ce que c'est pas bon, ça, si je me joue l'avocat du diable. Oui, est-ce que ce n'est pas parce que actuellement il y a la discrimination à l'embauche en France qu'il y a plus de personnes sur l'aide sociale parce qu'elles n'arrivent pas à avoir... Non, c'est clairement pas ça. Quand tu vois clairement le taux de participation à l'emploi des individus, des communautés, par exemple du Maghreb en France, avec des taux de chômage de 40%, il y a des endroits en France où il y a des taux de chômage vraiment hauts, où il y a des endroits où il y a une désertification médicale, une désertification où les territoires ruraux comme au Québec, il n'y a plus d'emplois, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus de docteurs. Mais malgré cela, ça ne touche même pas le tiers ou la moitié des AML et des aides médicales de l'État ou de santé ou etc., des aides sociales, parce que ça cherche un travail, parce que ça fait des choses, etc. Mais il y a des quartiers ou des banlieues en France où ça pompe l'argent des Français, des classes moyennes, etc. Bon, là, on parle plus de la politique française. Mais bon, ça c'est ma réponse à ta question. J'aimerais bien aussi parler à un moment donné les limites du wokisme. Les limites, parce que pour moi, en vrai, le wokisme, ça a progressé, ça a évolué. En 2012, on commençait à en parler un petit peu sur etc. Mais aujourd'hui, en vrai, je constate qu'il y a une vraie riposte face au wokisme. Je vois davantage. Par exemple, on peut parler avec Disney qui est en train de s'écrouler,
mais vraiment s'écrouler. Les parcs Disney en Floride sont en train de s'écrouler parce qu'il y a le bras de fer entre DeSantis, grand gouverneur de Floride, avec le chef de Disney, parce que justement, là, c'est les woke qui dictent la culture, les médias, Netflix, etc. Mais maintenant, il y a une riposte parce que de plus en plus d'individus sont juste tannés. Non, pas plus. J'ai tellement d'individus, d'amis de Alors, gauche. vous pensez que les qui woke, ont- en fait, ce sont des personnes qui exagèrent en fait dans leurs actions? Ah, mais oui, bien sûr qu'ils exagèrent. Il y a des vrais enjeux à la société, l'insécurité, l'offre à l'emploi, l'inflation, etc. Mais je veux juste dire, le wokisme arrive à sa fin, je pense. Le wokisme arrive à une certaine limite. J'ai une liste ici Vous d'exemples, pouvez m'en etc. donner 2 ou 3 parce qu'il en est proche de la Bah, fin et j'ai bah, besoin du mot de fin. Bah, aussi, très là-dessus. rapidement, on peut parler du boycott de Budweiser. Alors là, c'était une claque monumentale dans le wokisme. En plus, c'était Budweiser qui avait mis... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, c'est très simple. Il y avait Budweiser qui avait qui avait donné un carton de bière à une personne trans et qui a fait ensuite un story Instagram. C'est juste un story Instagram d'une plus grande entreprise de bière au monde pour un trans. Et ensuite, bam, le lendemain ou quelques jours après, Budweiser est passé de la plus grande entreprise de bière en Amérique du Nord ou je ne sais plus quoi au monde et s'est écroulé à 2e, 3e place derrière Heineken, etc. Et juste avec une story de 10 secondes, avec une promotion comme ils en font tout le temps, les grandes entreprises ont le droit de faire des promotions avec tout le monde, bam, l'entreprise s'est écroulée, elle s'est fait déglinguer et maintenant ils ont admis eux-mêmes qu'on ne sera plus jamais capable de reavoir 20-30% de notre clientèle et qu'on va rester éternellement 2e place. Ils ont même essayé de faire une publicité un peu patriote, fierté américaine avec des chevaux qui couraient dans les champs, les cow-boys, parce que c'est ça Budweiser aussi, c'est un peu les frat boys qui boivent la bière. Mais juste ça, une vidéo de 10 secondes, a fait couler une des plus grandes entreprises de bière au monde et juste une vidéo de 10 secondes. Donc ça veut dire que toutes les autres entreprises commencent... En fait, ça déteint de la façon la plus négative possible sur Budweiser. Bah en fait, ce que je veux dire, c'est que le wokisme a tué Budweiser et maintenant les grandes entreprises américaines ont beaucoup plus peur parce que c'est une vidéo de 10 secondes qui a détruit 30% d'entreprises. Ben, c'est justement... Ce que je répondrais à ça, c'est qu'on est au cœur même de pourquoi est-ce que certaines personnes se battent pour la justice sociale. Est-ce que je vais dire que c'est une bonne chose que Budweiser se soit écroulé? Je connais pas assez l'entreprise pour avoir un take spécifiquement là-dessus, mais ce que je vais venir dire, c'est que c'est pas normal que pour une story de 10 secondes, des gens aient boycotté une entreprise. C'est justement là-dessus, c'est là que la justice sociale est importante. De défaire ces stigmas-là, de défaire ces préjugés-là pour que des choses comme ça arrivent, pour pas que des choses comme ça arrivent, pour que les gens acceptent l'autre. Puis je vais dire l'autre parce que... Et puis quand je vais définir l'autre aussi, c'est la personne qui, aux premières vues, n'a pas nécessairement les mêmes caractéristiques sociales que toi, pour que justement, éventuellement, on soit capable d'atteindre une unité nationale, pour qu'on soit capable d'atteindre une société où toute personne est acceptée pour ce qu'elle est et ce qu'elle décide d'être encore plus. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va pas s'effriter avec le temps ou que c'est un mouvement qui va plus grandir avec le temps? Je prévois pas l'avenir. C'est une excellente question, mais... Vu que vous êtes une personne qui est vraiment plus vers ce mouvement-là, d'après votre estimation personnelle, est-ce que c'est quelque chose qui va s'agrandir ou c'est quelque chose qui est en train de s'essouffler? Je pense que c'est... Il y a comme 2 côtés à cette médaille-là. D'un côté, c'est un mouvement qui va probablement gagner en confrontation. On le voit présentement aux États-Unis, on le voit présentement en France. Lorsqu'un côté commence à parler fort, l'autre côté commence à parler fort. Ça polarise plus, on va dire. Et ça polarise. Je dirais pas que le mouvement woke n'est pas en train de polariser notre société. Je dirais pas là. Maintenant, est-ce que cette confrontation-là va venir tuer le mouvement woke? Je pense qu'au contraire, l'éducation populaire qui a lieu dans notre société, cette augmentation de la compréhension des enjeux sociaux. On peut parler de la Ville de Montréal qui a reconnu l'existence du racisme systémique et du profilage racial sur son sol. Toutes ces choses-là, toutes ces petites distinctions-là vont faire que le mouvement va gagner en ampleur, mais va surtout se diriger vers d'autres combats, une fois qu'il y a un combat qui est gagné, je dis pas qu'il n'y en a aucun qui va être gagné complètement, mais une fois qu'il y a un combat qui est gagné, ce mouvement-là va avoir un dynamisme, va être capable de bouger pour aller vers des combats qui restent à gagner, puis rapidement, c'est parti uniquement, le mouvement woke est parti au départ des enjeux des personnes racisées aux États-Unis
pour maintenant s'étendre au féminisme. C'est un mouvement qui s'est Qui diversifié s'étend. et qui va continuer à se diversifier pour mener toutes les luttes qui doivent être menées pour atteindre une société juste et pour tous. Donc, je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va aussi s'agrandir ou c'est un mouvement qui doit s'agrandir ou qui devrait? Pour moi, disparaître. le wokisme peut s'agrandir, mais pour moi, le wokisme, il commence à avoir un vrai backlash. Je pense qu'il y a beaucoup d'individus de gauche, d'ailleurs, qui virent à droite. Je vois beaucoup plus de personnes qui virent de gauche à droite juste à cause du sujet du wokisme. Déjà, défaire des préjugés avec le wokisme, alors que c'est eux qui font des préjugés sur les blancs, sur la société actuelle, etc. Donc, c'est eux qui font les préjugés en mettant les personnes dans les cases. Mais pour moi, le wokisme... Pour moi, ça arrive à... C'est un peu difficile parce que c'est vraiment un cercle de pensée qui est tellement grand, qui est tellement varié. Donc peut-être dans certains principes, ça peut être plus limité. Dans certains principes, certains aspects du wokisme peuvent accroître. Mais par exemple, on peut regarder l'élection de DeSantis en Floride qui a fait un score incroyable au dernier midterms. Maintenant, la Floride est clairement un grand état de droite, juste partiellement parce qu'il est super ferme sur le wokisme. Il avait dit « Florida is where the wokes go to die ». Il avait littéralement dit ça, et c'est grâce à ça, partiellement, qu'il a fait gagner. Et en plus, c'est des personnes issues de la minorité qui l'ont fait élire. J'avais quelque chose à rajouter que tu avais dit, mais je crois qu'on m'a oublié. Parfait. On va vers la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez ajouter quelques petits trucs avant? Je pensais juste dire quelque chose vite fait, mais c'est peut-être quelque chose dont on pourrait parler à l'occasion d'une prochaine émission. J'ai pensé à ça justement en faisant mon fact-checking sur le scandale dans les universités avec le grec et le latin. Donc ce n'est pas forcément mon opinion à moi, j'ai pas d'avis tranché, mais selon certains, les polémiques woke en fait seraient exagérées. Pour certains, le wokisme, ce serait une panique morale, ce seraient des faits qui seraient déformés et exagérés, Oui. notamment avec la médiatisation actuelle. Et donc que selon eux, en fait, le wokisme n'existerait pas même, que ce serait tout simplement juste des paniques qui seraient utilisées par les médias pour leur popularité ou par la droite. Cela pourrait faire l'objet d'un prochain débat tout à fait intéressant. Effectivement. Donc là, on tire vers la fin. Je vais prendre un dernier mot, mais une dernière phrase que vous voulez dire avant qu'on termine l'émission. Ben, je veux dire que je pense que le mouvement woke, on va l'appeler comme ça, il y a une grosse... Ce qui est le plus important, c'est de faire la distinction, parce que c'est une bonne perche qui m'était tendue, je vais rebondir là-dessus. Allez-y. De faire la distinction entre quelle manière les médias et l'extrême droite dépeignent le mouvement woke et ce qu'est le mouvement woke réellement et quelles idéologies sont réellement portées par le mouvement woke. Il y a de l'extrémisme partout. Est-ce qu'on doit uniquement se concentrer sur l'extrémisme pour décrire un mouvement dans son entièreté? Je ne crois pas. Et je pense que le mouvement woke est un super beau mouvement qui porte des belles valeurs et qui va continuer à porter ces mêmes valeurs et à lutter pour la justice sociale. Parfait. Merci beaucoup. Et M. Dambré... Oui, très rapidement. Pour moi, le wokisme va se défaire par lui-même. La convergence des classes, ça ne peut pas marcher. On a vu certaines personnes qui défendaient les droits des LGBT palestiniens qui se sont fait tabasser par certaines personnes dans les mouvements palestiniens parce que la convergence des classes, c'est ce que le wokisme fait et ça ne marche pas. Ce n'est pas en créant de la discrimination sur les blancs, sur une société, en détruisant une société que l'on va être capable de défendre les droits des minorités. Vraiment pas. Et je veux juste faire, en conclusion, la philosophie wokiste, qui est à l'origine la French Theory, surtout en Europe, l'origine du wokisme est un danger parce que le père de la déconstruction en France, Jacques Derrida, avait dit dans son livre Concession 1981 que à la fin de son livre que j'ai le retour incessant tout le temps constant de ma volonté de me tuer. Et il avait dit que le suicide, se tuer son âme, se tuer sa société, se tuer sa culture, c'est le principe entier de la déconstruction par les grands philosophes de la déconstruction. Donc l'origine philosophique de la déconstruction du wokisme est quelque chose de suicidaire, concrètement par les philosophes. Et on peut parler aussi, pour finir, par Blanchot, un des autres grands philosophes des années 80 sur le wokisme, l'origine du wokisme. Il faisait les louanges du cancer, parce que le cancer, c'est quoi? Le corps qui se construit, une construction sociale qui va vers l'avant, etc., par l'individu mené, et tout d'un coup, bam, une tâche qui apparaît pour tout déconstruire, et c'est le cancer. Donc, même à l'origine elle-même du wokisme et de la French Theory, philosophiquement, c'est quelque chose de mortifère, de suicidaire, et ne choisissons pas ce chemin. Allons vers l'avant, allons vers la fierté et l'unité nationale. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Franchement, c'était un très beau débat.
prochainement, si vous êtes intéressé, on puisse en reparler encore. Merci, Monsieur Kefeléan. Merci à vous. Merci, Monsieur Fontaine, Monsieur Merci. Nambride. En tout cas, je vous souhaite de passer une très, très belle journée à tout le monde et à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci. Merci, Pavel. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Franchement, c'était vraiment cool. Wow.